Super. Eh ben, parfait. Ben, merci beaucoup. Ravi d'être présent aujourd'hui avec deux grands professionnels. Donc, Romain, merci de ta présence. Merci beaucoup, Jonathan. Voilà, ravi de ce moment tous ensemble sur comment vendre son immobilier direct au profit de la SCPI. Sujet qui est passionnant parce qu'on peut arriver par moments dans des tranches de vie où on peut avoir des questions, on n'a plus envie d'appeler ses locataires pour échanger avec eux, etc., etc. Donc voilà, c'est peut-être le moment où on parle un peu de choses de ces différents sujets. Bien évidemment, vous serez, comment dire, toutes et tous présents par vos questions en fin de présentation, et puis vous aurez accès au replay. Mais la parole est donnée à Romain Ignard, qui travaille au sein de Rock Data. À toi, Romain. Merci beaucoup, Jonathan. Donc effectivement, rapidement, je me présente, Romain Ignard. Je représente la société Rock Data, qui est une filiale de meilleurscpi.com et qui agit essentiellement sur deux choses: la collecte des données des SCPI. Donc c'est plus ou moins grâce à nous que vous avez des données à jour chaque trimestre et chaque année relatives aux SCPI que vous détenez ou pas. Et puis on fait aussi ce qu'on appelle du capital market, du brokerage immobilier. On aide des privés, des professionnels à vendre ou à acheter de l'immobilier en direct sur tout type de typologie. Ça peut être du résidentiel, mais ça peut être aussi plus globalement de l'immobilier d'entreprise. Et pour bien faire ce métier, eh bien, on le fait également avec Régis Gosset, qui est également présent sur cette présentation, sur ce webinaire. Régis Gosset, Régis, pardon, si tu as quelques secondes pour te présenter rapidement, comme ça on aura fait le tour des présentations et on pourra débuter. Oui, bonjour. Donc effectivement, j'ai une société qui s'appelle Initium, qui est une direction immobilière externalisée pour le compte de personnes qui manquent de temps ou d'équipe immobilière. Et j'ai la chance de travailler avec Rock Data sur divers sujets, que ce soit de l'audit, de l'accompagnement et aussi aide à l'acquisition ou à la vente. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, l'objectif de ce webinaire, c'était de vous parler d'immobilier direct. Vous allez le voir, alors nous, notre credo, c'est de faire de la pure papier et de l'immobilier indirect. Mais pour pouvoir faire de l'immobilier indirect, avant, peut-être aussi faire un peu d'immobilier direct et vous expliquer en quoi ça consiste. L'immobilier direct, les avantages, les contraintes, il y a pas mal de choses quand même à connaître et on peut ne pas s'en rendre compte avant d'investir dans ce type d'immobilier. On vous expliquera la manière dont il est possible aussi de détenir cet immobilier, la manière dont il est possible de le vendre, si tant est que le timing est pertinent. Et puis enfin, une fois que cet immobilier détenu est vendu, le cash issu de la vente, ce qu'on en fait concrètement, vers quel produit, vers quel sous-jacent on le réemploie. Donc tout ceci, c'est quand même un cheminement global qui est relativement complexe et qui doit être appréhendé de manière très précise. Et c'est pour ça qu'on avait la volonté de faire ce webinaire. Donc concrètement, l'immobilier aujourd'hui, on le sait très bien, c'est une composante qui est quand même particulièrement plébiscitée par les Français d'une manière générale. La gestion de patrimoine accueille beaucoup d'enjeux, beaucoup de sujets, et l'immobilier en fait bien partie. Et donc beaucoup de Français détiennent des appartements pour du locatif, détiennent parfois des murs commerciaux aussi, quel que soit l'objectif patrimonial. Et puis, dans le cadre d'une exploitation ou en tant que chef d'entreprise, on peut aussi détenir ces murs et à l'intérieur de ces murs, eh bien, vous avez votre propre société. Donc, pour quelle que soit la raison, vous êtes peu ou prou proche de cet immobilier direct. Et donc, ça implique surtout de connaître cet immobilier. Parce qu'il y a beaucoup de risques, parfois, il y a des sujets de rentabilité, il y a des contraintes qui sont relatives à cet immobilier. Et donc, le connaître, c'est un premier sujet. Les surfaces, les usages, concrètement, voilà, les charges, les loyers qui sont générés par cet immobilier, qu'est-ce que je gagne concrètement avec cet immobilier. Donc, il faut déjà, dans un premier temps, bien le connaître. Et c'est pas forcément simple, et c'est pas le cas de tout le monde. On a également cette
volonté de renseigner, c'est-à-dire d'avoir toute la documentation relative à cet immobilier, qui est nombreuse, qui se matérialise par plein de documents, les titres de propriété, les différents diagnostics qui peuvent être obligatoires dans certains cas, les plans, les permis de construire historiques, ce genre de choses. Parfois, on les a pas. Bon, il y a un ensemble de documents qu'il faut avoir et qu'il faut essayer de centraliser. Et ça, pareil, ça demande du temps et parfois, on ne l'a pas. Et en tout cas, on essaye de renseigner du mieux qu'on peut tous ces documents. Il y a un quatrième sujet, c'est paramétrer, c'est-à-dire que tous ces documents, tous ces chiffres, tous ces locataires ou tous ces biens, si vous en avez plusieurs, faut savoir les poser avec des chiffres aussi pour se rendre compte de ce que ça vaut, de ce que ça nous rapporte, du temps que ça nous prend, de ce que ça nous fait perdre aussi dans certains cas, malheureusement, en termes de rentabilité. Donc, il faut savoir modéliser pardon, ce sujet-là. Et puis enfin, d'une manière générale, l'organiser. C'est-à-dire que par exemple, détenir un studio, ça peut être relativement facile. Parfois, on en détient plusieurs. Parfois, on détient un immeuble résidentiel avec plein de locataires différents. Parfois même, on a des murs commerciaux dans l'ouest de la France et un appartement dans le sud. Donc, ça implique une organisation globale au niveau des actifs et puis même au niveau des locataires en eux-mêmes qui peuvent être nombreux. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plein de problématiques déjà pour commencer, plein de sujets, plein d'enjeux relatifs à cette détention-là. Et on va essayer de vous expliquer la manière dont il est possible d'optimiser tout ça et le cas échéant, comment il est possible d'arbitrer, si le timing, encore une fois, est pertinent, ces actifs et donc derrière le réemploi éventuel du cash et donc du produit de la vente. Et nous, on se permet d'accompagner donc pas mal de clients sur ces sujets-là et on vous démontrera l'intérêt aussi de passer par des professionnels en ce sens. Bon, là, je vais être assez rapide. J'imagine que c'est des choses qui sont relativement connues de tous, mais l'immobilier, concrètement, il y a deux types. En tout cas, nous, on l'a scindé de cette manière-là. On a l'immobilier résidentiel. L'immobilier résidentiel, ce sont des appartements. Je ne vais pas rentrer dans le détail des baux civils, des baux 89, ce genre de choses, mais toujours est-il que la chose la plus connue de tous, c'est de détenir un appartement, un studio, un T2, pour faire du locatif, quelle que soit la raison. Ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît. On a l'immeuble d'habitation, c'est un peu plus gros, il y a plusieurs appartements, par exemple, il y a plusieurs locataires aussi, des familles tout entières parfois. Donc, on est toujours dans ce qu'on appelle l'immobilier résidentiel, et puis il y a ce qu'on appelle aussi l'hébergement touristique, Airbnb notamment, qui a le vent en poupe depuis des années et qui a été particulièrement plébiscité aussi par des investisseurs. Donc, il y a cette catégorie d'immobilier, l'immobilier résidentiel. Il y a une catégorie d'immobilier qui est finalement un peu moins connue et pourtant qui nous entoure tout autant, c'est l'immobilier professionnel, l'immobilier d'entreprise. L'immobilier, ça accueille des particuliers, mais ça accueille aussi pour la plupart des biens, des entreprises. Les bureaux dans lesquels vous travaillez sont détenus par parfois des fonds d'investissement ou parfois par des familles ou parfois par des privés qui ont eu l'argent à un moment pour détenir et acheter les murs. Donc, on va avoir des immeubles de bureaux, on va avoir des murs commerciaux. Des murs commerciaux, ça peut être simplement des murs de boulangerie. La boulangerie de votre commune dans laquelle vous êtes, par exemple, ça s'y prête. Donc, on va avoir ce type d'immobilier, l'hôtellerie aussi, particulièrement reconnus dans l'immobilier d'entreprise, des locaux d'activité, des endroits de stockage, des entrepôts, des belles plateformes logistiques en périphérie ou dans des zones même un peu reculées. Et ça a eu un bel essor, notamment ces dernières années avec le Covid, avec le e-commerce. Je ne vais pas y revenir, mais il y a un tas de choses donc différentes en immobilier d'entreprise. Cet immobilier, on peut le détenir pour des raisons différentes. Bon, premier sujet, souvent, c'est que c'est un immobilier de placement. C'est de l'argent qu'on a reçu et qu'on a reçu, par exemple, c'est le produit de votre travail. Et vous vous dites, bon, j'ai besoin d'investir, je vais sur le sous-jacent immobilier et donc je place mon argent, je valorise un capital, je le développe, ce capital, je veux des revenus complémentaires pour ma retraite, donc j'achète un premier appartement, j'achète un premier bien. Et puis, il y a un autre objectif que nous, on a ciblé, c'est ce qu'on appelle l'immobilier d'exploitation en société. Là, c'est un peu différent de l'immobilier de placement dans le sens où ça va être relatif à votre exploitation, à votre activité professionnelle. C'est généralement le cas pour des petites entreprises ou des chefs d'entreprise qui ont
la particularité de détenir leur propre mur. Il y a leur société en tant que locataire, ils détiennent aussi leur mur et tout est confondu. On le verra après, mais il y a une possibilité de scinder les deux, mais il y a, selon nous, on va dire, ces deux objectifs de détention-là qui sont, on va dire, les plus présents et les plus plébiscités. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, cet immobilier de placement ou cet immobilier d'exploitation en société, donc ça peut être un immobilier à la suite d'un héritage, ça arrive très souvent. Là, il y a quelqu'un qui décède dans votre famille et donc on se retrouve avec un appartement dans notre patrimoine, mais c'est, comme je le disais, ça peut être aussi tout simplement le fruit du travail et donc de l'épargne qui a été progressivement engrangé. Cet immobilier, je peux le détenir de plein de manières différentes. Il y a une manière assez commune, c'est le détenir en nom propre, en direct. Il n'y a pas de société entre vous et le bien. Vous l'achetez, c'est souvent le cas quand vous détenez votre résidence principale, par exemple, vous la détenez en nom propre, en direct, et il n'y a pas particulièrement de sujet. L'indivision, c'est la même chose, mais à plusieurs. C'est souvent le cas. Dans le cas d'héritage, notamment avec des frères et des sœurs qui se retrouvent propriétaires en indivision d'un même bien. Donc, ça se matérialise pas officiellement par une division de parts. Donc, c'est vraiment détenir en direct un bien et ça peut être sujet d'ailleurs à des confrontations parfois et à des problématiques assez conflictuelles, mais c'est un moyen de détention. Et puis enfin, il y a le fait de créer une société dédiée pour détenir ces murs. Donc, il y a une société entre vous et le bien et ça permet de faciliter parfois la détention, la transmission, même si c'est pas l'idée de faire un cours de gestion de patrimoine, mais donc c'est une possibilité de le détenir. Et après, assez simplement, soit vous êtes en copropriété, soit vous êtes en pleine propriété. La copropriété, alors j'ai volontairement omis, mais il y a une variante de la copropriété qui s'appelle la volumétrie. Bon, je vais pas m'étaler là-dessus, mais si jamais c'est des termes que vous voyez dans différents documents, c'est des choses sur lesquelles on est évidemment en mesure de travailler et on pourra vous expliquer ce que ça veut dire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les deux modes principaux, c'est copropriété d'un côté et donc pleine propriété de l'autre. Je vais juste passer, alors vous verrez, il y a 3 exemples, je vais en faire qu'un seul puisqu'il regroupe quand même pas mal d'enjeux, en sachant que c'est une présentation qu'on repartagera, en tout cas on repartagera des exemples s'il faut par mail après coup. Je vais juste, pour pas perdre trop de temps et rester dans le timing, expliquer cet exemple-là qui est très simple. Madame A hérité d'un immeuble de rapport constitué de plusieurs appartements. Concrètement, c'est un immeuble avec plusieurs appartements sur plusieurs étages. Elle a hérité de cet immeuble-là. Ses parents, sont décédés et donc elle a la propriété de cet immeuble. Elle a également acheté, cette dame, plusieurs appartements avant d'hériter de cet immeuble, plusieurs appartements sur différentes métropoles régionales, quelles qu'elles soient. Donc elle a d'un côté plusieurs appartements et cet immeuble, ça lui génère quand même pas mal de revenus et elle est contente puisqu'il y a des revenus qui rentrent. Concrètement, son objectif dans l'achat de ces appartements, c'était de se dire, je me constitue des revenus complémentaires pour la retraite. Je le précise pas ici, Madame A 40 ans, elle a beaucoup de temps devant elle, elle anticipe, elle a plusieurs appartements. Madame A, elle détient une SCI, elle a créé à cet effet une SCI pour détenir cet immeuble de rapport. Je ne vais pas aller dans le détail, mais toujours est-il qu'elle a jugé pertinent de détenir cette SCI à 100% pour détenir cet immeuble de rapport. En revanche, elle détient les différents appartements en propre. Elle ne les a pas achetés via sa SCI. Donc, il y a les deux modes de détention qu'on a vus juste avant. D'un côté, une SCI qu'elle a créée à cet effet pour détenir l'immeuble. Donc, une société qui accueille cet immeuble directement. Et puis, de l'autre côté, ses appartements qu'elle a achetés en direct. Donc ça, c'est un exemple. Peut-être certains d'entre vous s'y identifient. Donc, c'est une possibilité de détention d'un patrimoine immobilier. Parfois, c'est plus complexe, parfois, c'est moins complexe, mais ça donne un exemple. Donc, comme je le disais, je vais passer assez rapidement sur les deux autres exemples pour pas perdre trop de temps, mais ça se visualise aussi en s'identifiant à un chef d'entreprise qui détient les murs dans lesquels il exploite sa société, et c'est aussi possible dans le cas d'un
hop, donc Madame C qui peut aussi détenir les murs commerciaux d'un commerce dans la ville dans laquelle elle habite. C'est quelque chose de finalement assez simple entre guillemets. La pharmacie lui paye les loyers, elle détient les murs et entre guillemets tout le monde est content. Donc c'est aussi une possibilité, même en tant que particulier, d'accéder à de l'immobilier commercial, de l'immobilier d'entreprise. Donc ça, je passe assez rapidement, mais je pense que l'idée est plutôt claire pour tout le monde. Ce qu'il faut donc avoir en tête, et Régis prendra à la main, c'est que détenir cet immobilier en direct offre quand même beaucoup d'avantages. Et Régis va vous en parler. Vous le verrez ensuite, il y a aussi beaucoup de contraintes, mais c'est un vrai sujet particulièrement avantageux de détenir cet immobilier en direct. C'est pour Régis. Ouais. Ouais. Ok. Effectivement, donc la détention directe offre pas mal d'avantages qu'on pourrait résumer par une meilleure maîtrise. Alors, évidemment, maîtrise de l'appréhension du patrimoine, c'est-à-dire que si vous détenez 1, 2, 3, 5, 10 actifs, c'est toujours plus simple à appréhender que si vous devez vous plonger dans le patrimoine précisément d'une SCPI qui généralement en détient des dizaines, voire des centaines, ces actifs étant eux-mêmes occupés par plusieurs locataires. Donc c'est vrai que ce ne sont pas les mêmes approches, mais patrimoine détenu directement peut être plus simple à ce niveau-là. Vous avez également une meilleure maîtrise de la stratégie de détention. J'entends par là, selon vos objectifs de rendement sécurisé à long terme pour un complément de retraite ou de création de valeur à court terme, eh bien, vous achetez, vous détenez, vous managez votre actif, votre patrimoine en conséquence. Ce patrimoine, c'est pareil, vous le sélectionnez, que ce soit dans sa typologie ou géographiquement, selon ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire. Donc, concrètement, si vous aimez maîtriser le marché de l'habitation à Rennes, vous allez probablement concentrer vos investissements sur cette typologie et sur cette zone géographique. Il est vrai que les SCPI, c'est un de leurs avantages, c'est qu'elles mutualisent, et notamment en termes de typologie et de zone géographique. Mais point particulier, si on a une approche différente, il est difficile de maîtriser toutes les catégories d'actifs et tous les marchés régionaux et nationaux. Vous avez également une meilleure maîtrise de la conduite d'événements particuliers. J'entends par là, s'il y a une politique de repositionnement de l'actif via des travaux ou de refonte de l'état locatif, par exemple en vue d'une vente prévue à moyen terme. Bon, s'il faut évincer des gens ou au contraire renégocier des baux pour simplifier l'état locatif et obtenir des engagements plus long terme, vous avez la main et vous faites ça selon vos objectifs. Dernier point qui est discutable, mais il faut quand même en parler, ça dépend beaucoup de la typologie de l'actif et des phases de marché, mais on peut considérer qu'il y a une meilleure liquidité à la revente versus une part de SCPI. Voilà très rapidement pour les avantages qu'on voit sur la détention en direct. Alors, merci Régis pour la liste de ces avantages. Ils sont nombreux, mais détenir de l'immobilier en direct, et on ne se rend pas forcément compte jusqu'à ce qu'on en détienne, c'est aussi pas mal de contraintes. Alors la première, c'est que ça quand même, pardon, ça offre un peu moins de souplesse d'entrée, puisqu'on est sur des tickets d'investissement plus importants. L'accès à la propriété, notamment par les temps qui courent, est de plus en plus complexe. Avec des crédits qui sont moins évidents à obtenir auprès des banques, avec des coûts surtout du crédit qui sont aussi un peu plus élevés, des prix qui ont bien gonflé, même si ça a un peu diminué ces derniers mois. Donc ça offre une difficulté d'accès quand même assez importante. Alors au niveau d'un petit appartement en région, on peut s'y retrouver, on peut quand même se positionner sur des choses parfois un peu en dessous de 100 000 €. Et très vite, ça peut monter, notamment dans des métropoles, si on veut être bien placé. C'est aussi ce qui compte en immobilier, d'être bien placé. On peut avoir des montants qui très vite augmentent.
qui est différent évidemment de la pierre papier, où l'avantage c'est de pouvoir se positionner sur des montants beaucoup plus faibles. C'est une première contrainte. Et puis après, plus globalement, et là si on parle immobilier pur sur la détention, quelle que soit d'ailleurs la typologie, que ce soit de l'habitation, du résidentiel ou de l'immobilier d'entreprise, parfois la gestion elle peut être assez lourde. Elle peut être aussi menée de manière assez efficace. Généralement, quand vous détenez un bien, vous déléguez la gestion à une agence. Il y a un administrateur de biens aussi qui peut être présent, mais c'est un coût supplémentaire. Ça vient diminuer les recettes. Vous avez des revenus d'un côté, mais des charges de l'autre. Il faut les payer, ces gens-là. Et donc, ça implique une gestion du quotidien pour gérer ceux qui souhaitent partir. Dans le cas où vous avez un immeuble avec plusieurs appartements, encore une fois, il y a des gens qui veulent à un moment donné partir. Il faut gérer ces vacances-là, gérer la relocation, que ce soit vous en direct ou que ce soit une agence dédiée qui le fait. Donc, soit c'est un coût supplémentaire, soit c'est chronophage, soit ça prend du temps. Toujours est-il qu'il faut avoir ces données-là en tête, et c'est pas juste j'achète, c'est loué, puis j'ai plus rien à faire. Malheureusement, c'est pas aussi simple que cela. Puis derrière, il peut y avoir des travaux complémentaires à réaliser. Déjà, d'une part, si à l'achat le bien en question est un peu désuet, un peu vétuste, ça impliquera possiblement des travaux d'entrée de jeu qui viendra à augmenter le prix d'achat finalement, puisque ça s'ajoutera à ce que vous avez payé. Et puis même dans la vie, un bien, c'est comme nous tous, ça finit par vieillir, et donc il y a sûrement des travaux à un moment à réaliser pour être conforme et pour rentrer dans les obligations qui sont propres à la détention d'immobilier. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête et qui n'est absolument pas évident à appréhender. C'est possible, mais il faut l'avoir en tête. Il y a aussi ce qu'on appelle, alors ici on parle d'optimisation des charges et de la fiscalité. Concrètement, par exemple, si je prends l'impôt foncier, l'impôt foncier, généralement, il est plutôt sur une tendance haussière. Donc, il faut avoir en tête qu'il existe cet impôt foncier, qu'il est à payer à un moment et qu'il viendra réduire de nouveau la rentabilité du bien. Il y a des choses qui sont récupérables auprès des locataires, d'autres non. Parmi les choses récupérables, on a certaines charges assez classiques comme l'eau, comme parfois l'électricité, pas tout le temps le cas, mais ça peut arriver. L'entretien des parties communes, des espaces verts. Il y a des choses qui sont récupérables auprès des locataires, mais d'autres, ce n'est pas le cas. Il faut aussi appréhender ces sujets-là et bien comprendre concrètement ce que je reçois et ce que je paye de ma poche pour voir ce qui me reste à la fin. Donc, il y a tout ça à optimiser pour vraiment être certain de mon revenu net, ce qu'on appelle un revenu net de charge. Et puis, derrière, forcément, qui dit électricité, dit gestion, dit entretien des parties communes, dit entretien des espaces verts, l'eau, etc. Il y a des contrats entre vous et un prestataire et il faut gérer ces contrats-là. Et ces contrats, alors pareil, ils peuvent être délégués, en tout cas la gestion de ces contrats peut tout à fait être déléguée auprès d'un gestionnaire, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut déjà d'une part payer auprès du gestionnaire, et puis parfois, malheureusement, c'est pas très bien fait, c'est pas très bien suivi et donc c'est chronophage, on perd du temps pour vérifier certaines choses. Et ça, on le voit nous, quotidiennement, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Donc, au-delà de ce que ça peut nous coûter en plus en argent, ça prend quand même du temps dans la gestion. D'une manière générale, la fiscalité immobilière évolue. En 2017, il y a eu l'apparition de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, au détriment donc de l'impôt sur la fortune, tout court. C'est des choses qui évoluent régulièrement. L'imposition sur vos revenus personnels pourra peut-être être amenée à évoluer aussi. Il y a des réglementations dans le monde d'une manière générale en immobilier qui évoluent. On va y revenir juste après, relatif au DPE, relatif au diagnostic technique obligatoire, à la mise aux normes éventuelles, par exemple selon l'état des installations électriques en place. Typiquement, si je reviens sur le DPE, le diagnostic de performance énergétique, en fonction de la lettre et donc de la performance énergétique de votre bien, vous n'aurez peut-être plus la possibilité de le louer d'ici quelques mois. Et ça, c'est une vraie problématique déjà en matière de valeur, parce que vous le détenez. Puis surtout, derrière, l'essence même de votre investissement, c'était de percevoir du revenu. Si vous ne percevez plus de revenus, tout de suite, on ne répond plus à vos objectifs initiaux.
Donc l'évolution de sa réglementation, c'est pas non plus très évident, elle bouge assez souvent. Dans un contexte politique peut-être un peu chahuté aussi, ça peut être encore un peu plus volatile. Et donc ces réglementations-là, nous concrètement, on les suit. C'est notre métier de les suivre et c'est notre métier de vous dire de faire attention et d'avoir en tête ces différents documents. Notamment sur les diagnostics techniques, il y a des diagnostics techniques obligatoires qu'on peut ne pas supposer, qu'on ne connaît pas forcément en tant que propriétaire. Et donc nous, on fait un récapitulatif de ce qu'il faut faire et on travaille avec des diagnostiqueurs évidemment qui viennent derrière fournir ces documents pour ces différents diagnostics. Et donc ce sont des obligations évidemment à suivre. Donc ces réglementations-là, elles sont assez nombreuses. Tout ça va jouer sur la rentabilité du bien. Si ce n'est pas suffisamment optimisé, derrière, le revenu net peut-être sera pas si élevé que ça. Et le nerf de la guerre, malgré tout, c'est quand même d'avoir des choses assez rentables. Et donc tous ces sujets que je viens de citer peuvent nuire complètement à la rentabilité du bien. Et donc à la valeur de ce que vous détenez, évidemment. Et ce que je trouve intéressant, Romain, dans la présentation que vous avez préparée avec Régis, c'est que quelque part, il y a vraiment cette logique de connaissance. Connaître son actif immobilier, finalement. C'est ça qui est important. C'est de bien le connaître. Parce qu'en fait, là, de ce qu'on comprend, c'est que le diable se cache dans le détail, en fait. Exactement, le diable se cache dans le détail. Il y a des sujets, notamment sur. Alors, là, je donne un exemple très concret. Sur un sujet qu'on travaille avec Régis, peut-être que vous y êtes confronté à ceux qui nous écoutent, mais il y a une cuve à fioul, en l'occurrence, on pensait qu'il y en avait deux, mais il n'y en a qu'une, peu importe. Une cuve à fioul, derrière, sur cette cuve-là, il faut savoir si elle est inertée, c'est-à-dire que si cette cuve la cuve, elle est dans un jardin, c'est ça, ouais, elle est enterrée. Exactement, c'est une cuve enterrée, et donc il se peut qu'il y ait encore un peu de fioul à l'intérieur, et peut-être même qu'elle est transpercée, et donc derrière, peut-être que le terrain est pollué, donc ça implique des études supplémentaires qu'il faille payer, et ça, quand on vend un bien, l'acheteur, s'il fait bien son boulot, et le notaire acheteur fait bien son boulot, il sera censé à un moment donné le remarquer, l'identifier, et ça sera des coûts supplémentaires pour lui à appréhender, et donc potentiellement un prix qu'il proposera qui sera plus faible. Et donc ces sujets, notamment de cuve à fioul, qui sont assez techniques, si on les anticipe suffisamment tôt, on aura suffisamment de temps pour se retourner et expliquer à la propriétaire ou au propriétaire comment faire pour essayer de réduire au maximum le coût et surtout quelle répartie on peut avoir auprès de l'acheteur pour pas trop dévaloriser le bien compte tenu de cette nouvelle contrainte liée à la cuve à fioul qui est quand même quelque chose d'assez technique et assez rare finalement par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Et concrètement, dans ce cas-là, en fait, finalement, on sécurise le vendeur sur l'opération pour dire que quelque part, il n'y a pas d'informations cachées et qu'il soit vraiment sécurisé sur la vente et qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises finalement par la suite. C'est ça, l'enjeu, c'est de sécuriser le ou la vendeur, et donc c'est vraiment d'anticiper toutes les problématiques, tous les enjeux que les acheteurs pourraient eux identifier pour éviter justement de se retrouver sans réponse face à eux et malheureusement d'acquiescer une baisse de valeur les concernant. C'est vraiment cette notion d'anticipation de toutes les problématiques dont pourrait être l'objet, le bien que vous détenez. C'est assez et ça se résume pas uniquement à un locataire qui est parti la semaine dernière. C'est un peu plus poussé que ça. Et c'est pour ça que se faire accompagner aussi a du sens dans ce moment-là. Je sais pas si Régis, tu as un complément à donner éventuellement par rapport à ce discours-là. Oui, c'est vrai que la détention de l'immobilier, c'est possiblement une méconnaissance de ce que ça rapporte réellement ou de ce que l'on a même des fois sur le plan juridique. Ça paraît, ça arrive assez fréquemment, et même chez les institutionnels d'ailleurs. Et c'est aussi du risque possible, notamment pénal, ce qui est toujours désagréable.
qu'on le sache ou pas d'ailleurs. Donc, ça peut être des risques de pollution, ça peut être des risques de capacité réglementaire d'un immeuble qu'on soupçonne ou pas. Il faut savoir qu'un bâtiment, c'est comme une voiture, par exemple. Il y a un nombre de places limité dedans. Donc, si on le surloue, sans même le savoir d'ailleurs, qu'un jour il y a un sinistre, il y a un feu, un incendie, c'est évidemment très, très grave. Donc, il y a des tas de choses comme ça qui font que de manière légale et dans le cadre d'une bonne gestion, on doit anticiper, on doit surveiller. Évidemment, dans le cadre d'une vente, c'est fondamental puisqu'on doit renseigner la vente, on va en reparler après, et l'acheteur. Mais surtout, ça permet de cibler, si on observe déjà des difficultés de cet ordre-là, type pollution, amiante ou autre, ça permet éventuellement d'écarter certains acheteurs et d'en retenir d'autres. Certains, par exemple, statutairement, n'achètent pas de biens amiantés, même s'ils sont désamiantables. Et puis, également, ça permet de réintégrer d'emblée la solution en disant, voilà, si n'importe quoi, le désamiantage coûte 100, et on va sûrement voir des acheteurs qui vont nous dire que ça vaut 400. On dit, cher monsieur, excusez-nous, on a fait les audits, on a sorti ça de devis, ça vaut 100. Maintenant, on vous laisse analyser la situation. Donc, ça permet d'anticiper sur la mise en vente, à qui on va proposer, et évidemment, de discuter en conséquence et au plus juste. Et enfin, le dernier sujet qui peut être contraignant, c'est la problématique de transmission. C'est toujours plus facile de répartir équitablement du cash entre 3 enfants, par exemple, que de scinder en 3 un immeuble qui est par nature bien indivisible. Donc cette problématique de transmission, elle est à anticiper, et c'est assez souvent que des familles finissent par vendre leur immobilier direct en anticipation pour pouvoir derrière faciliter la transmission et éviter surtout des conflits qui finissent malheureusement souvent par arriver. Et enfin, le dernier sujet, c'est celui-ci le dernier, c'est que parfois on a un patrimoine qui n'est pas très diversifié. On va être uniquement concentré sur de l'immobilier d'habitation dans une zone géographique donnée, donc tant sur la typologie, sur la géographie que sur la typologie de locataire. N'est pas autant diversifié évidemment que sur de la SCPI par exemple, qui est investie en France, partout en Europe, sur plein de typologies différentes. Donc c'est incomparable, mais c'est quelque chose qui est à prendre en compte aussi et à ne pas oublier. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de choses à appréhender, à comprendre, et parfois aussi en raison d'un timing qui peut être pertinent. On se dit que l'arbitrage d'un de ces biens ou plusieurs peut être intéressant pour s'éviter justement cette contrainte-là, se dégager un peu de temps et se dégager aussi, pourquoi pas, une meilleure rentabilité. Alors là, je vais laisser Régis pour cette partie-là qui va vous expliquer concrètement les premières étapes qu'il faut avoir en tête dans le cas d'un arbitrage potentiel. Ouais. D'ailleurs, tout ce qu'on va dire s'applique également à une acquisition. C'est réciproque. C'est vrai que dans le cadre d'une vente, il y aura 2 choses à prévoir. D'abord, mobiliser une équipe et ensuite constituer une documentation qu'il faudra au passage auditer avant que le candidat acheteur le fasse. Alors, constituer une équipe concrètement, ça veut dire que vous allez mobiliser d'abord un notaire, soit vous en avez un, soit vous aurez à le choisir. Le notaire, c'est la personne par qui, officier ministériel, par qui doit passer la vente, si c'est une vente active évidemment, et qui va regarder le dossier à tout point de vue, qui possiblement va vous conseiller sur le plan patrimonial, s'il vous suit, quant à cette décision d'arbitrage. Et puis qui va également, c'est un sujet assez important si on considère que l'actif est possiblement achetable par des institutionnels ou des professionnels aguerris, qui va vous défendre parce qu'il a aussi un rôle de négociateur. Et donc, ça sera votre négociateur, il fera partie de votre équipe immobilière, et ce rôle-là est très important selon la typologie d'actifs, il peut être vraiment majeur.
Donc le notaire, en premier lieu, est indispensable. Ensuite, avant d'avancer trop dans la réflexion, vous allez aller voir si vous êtes équipé, si le sujet se pose, un avocat fiscaliste pour anticiper toutes les éventuelles problématiques de plus-value, que ce soit que l'actif soit détenu en direct ou dans le cadre d'une société à l'IS qui amortit. L'idée étant de voir ce qu'il en est en termes d'impôts latents éventuels et de le réintégrer dans votre prise de décision et éventuellement dans le prix. Il ne s'agit pas, au moment de rédiger l'acte, de se rendre compte qu'on va payer un impôt qui remet en cause la pertinence de la vente. Ensuite, vous allez aller voir si vous en avez un conseiller en gestion de patrimoine qui vous expliquera effectivement, avec qui vous discuterez plutôt de la pertinence de cet arbitrage, éventuellement, si c'est le cas, de la stratégie de réemploi des fonds. Vous allez aller voir également, si le cas s'applique, votre banquier, s'il y a du financement en cours, le dit banquier qui vous dira, par exemple, s'il reste du capital restant dû, s'il y a par exemple des indemnités de remboursement anticipé à prévoir dans votre calcul financier. Et puis, si c'est dans le cadre d'un crédit bail, voire même si c'est possible de vendre selon l'état d'avancement du crédit bail. Donc, banquier et conseiller en gestion de patrimoine. Ensuite, le couple administrateur de biens et ou comptable, très important, qui vont vous aider ensuite à délivrer une information fiable sur plusieurs sujets. Tout d'abord, état locatif à jour et bien indexé. Il faut savoir que c'est souvent une source d'erreur. Donc, il faut qu'on ait les bons chiffres. De même pour les charges, les régularisations de charges. C'est là qu'on trouvera tout l'historique des dépenses liées aux travaux, au financement. Et c'est là aussi qu'on trouvera les éléments nécessaires à une éventuelle mise en place de garantie de passif si on vend une société. Dernier partenaire éventuellement utile, l'expert immobilier, qui peut vous servir à vous rassurer quant à la valeur que vous avez en tête ou qu'un agent a pu vous estimer. Il peut aussi faire office de juge de paix vis-à-vis de membres d'une indivision, qu'elle soit familiale ou pas, voire même servir à enregistrer et valider une valeur vis-à-vis de l'administration fiscale si celle-ci est amenée à réagir suite à une vente. Donc, préalablement à la vente, vous allez consulter cette équipe, la mobiliser pour qu'elle puisse vous donner tous ses conseils, toutes ces informations. Et ensuite, vous allez passer à la deuxième étape qui consiste à constituer la documentation de l'actif que vos différents conseils auront à auditer justement de façon à anticiper les questions que poseront les acquéreurs qui feront le même travail, en l'occurrence, prendre connaissance de la documentation que vous leur mettrez à disposition et qu'ils étudieront. Donc, le plus tôt on le fait, le mieux c'est, parce que s'il y a des choses à découvrir et à corriger, s'il manque des pièces, s'il y a des actions à mener, on peut le faire avant d'être déjà sur un processus de vente où c'est toujours plus délicat et en général, ça se finit par une négociation qui est à notre désavantage. Oui, ça je vais me permettre de faire un petit topo là-dessus, Régis. Je pense que c'est très désagréable dans le sens où il faut vraiment faire le travail en amont, etc. Mais pourquoi on fait un point là-dessus, c'est quelque part pour défendre votre intérêt. Nous, notre objectif, il est de pouvoir, en tout cas l'objectif de Data, c'est de pouvoir quadriller toutes les potentielles problématiques pour qu'on puisse finalement maximiser la valeur de la revente. Et il y a maximisation de la valeur de revente et aussi sécurisation du deal. Un dossier, c'est pas que on a une offre et puis après derrière il y a signé l'acte et c'est bon. Il faut vraiment sécuriser l'acte, c'est très important. Et vous voyez que nous on est défenseurs de la noblesse du métier de conseil en immobilier, qui est assez mal vu dans ce pays. Mais vous voyez que quand on fait bien son boulot, il y a plein d'implications et
et de rigueur de travail qui sont celles d'un chirurgien de l'immobilier, finalement. Ça demande une technicité et une maîtrise très large. Donc effectivement, c'est pas mal de papiers, de documents déjà à réunir, ce qui en soit est un travail si on les tient depuis longtemps, pas toujours sûr de l'endroit où se trouvent les documents, et si même on les a d'ailleurs. Parmi eux, on trouve évidemment, pour commencer, le titre de propriété qui renseigne sur la nature du propriétaire, personne physique, personne morale, nature de l'actif, date d'acquisition, enfin bon, voilà, vraiment les fondamentaux. Sa structure de détention, évidemment, ce que disait Romain, si on est en pleine propriété, copropriété, volumétrie, ça nécessite le cas échéant donc de trouver les règlements de copropriété ou les états descriptifs de division dans lesquels on a encore d'autres informations sur la destination, d'éventuelles contraintes d'utilisation, les tantièmes que l'on représente. On doit également retrouver les pièces d'urbanisme, donc concrètement, idéalement les permis de construire, par exemple, et tout ce qui va définir juridiquement et confirmer le titre et le règlement de copropriété, s'il est applicable, l'usage et la destination du bien. Il ne s'agit pas, par exemple, de louer un appartement à usage d'habitation en bureau à une société commerciale. Ça, c'est comme si on mettait un moteur diesel dans une voiture qui a une carte grise essence. C'est terrible. Ensuite, on va mettre à disposition et au passage revérifier donc l'état locatif à jour des indexations. Comme on disait, il y a assez souvent des petites erreurs à ce niveau-là. Il faut savoir d'ailleurs que concernant la situation locative, au jour de la vente, vous devez, si les biens sont loués, bien entendu, fournir les originaux des baux qui font force exécutoire. À défaut, il faut anticiper de les refaire certifier conformes auprès du locataire et du bailleur. Donc ça prend du temps, ça ne s'improvise pas. Il faut fournir tous les éléments liés aux charges, évidemment, et la fiscalité de l'actif. De façon à pouvoir déjà dire ce qu'il en est, de savoir expliquer ce qui est ou non récupérable, et de là en déduire la fameuse notion de revenu net de l'actif que cherchera à définir votre acheteur. Et puis, il va falloir également travailler sur les surfaces. Alors, soit vous avez un lot simple de copropriété, auquel cas le mètre carré fera l'affaire, évidemment, office de référence. Si ce n'est pas en copropriété, il faudra idéalement avoir un relevé de géomètre. Donc c'est pareil, ça prend du temps. Donc quand vous avez fait ça, déjà c'est pas mal, puisqu'on a l'état locatif, les charges, donc on a un revenu net, on a la quantité de mètres carrés également. Donc ça permet déjà de faire de bonne approche de la valeur de l'actif. Ensuite, vous avez tout ce qui est diagnostic courant, DPE, amiante, assainissement et autres. Et pour terminer, ce qu'évoquait tout à l'heure Romain, si vous avez un actif complexe, il faudra anticiper les choses, type étude des sols pour voir s'il y a un historique de pollution, s'il y a de l'amiante dans les bâtiments, par exemple en toiture, il faudra idéalement, évidemment le renseigner, mais surtout idéalement avoir une idée de son état, des obligations qui pourraient ou pas découler par rapport à ces toitures amiantées, et du coût éventuel s'il y a des obligations, l'idée étant de ne pas être pris au dépourvu, comme on l'expliquait, et si on doit négocier, de savoir réellement ce que ça coûte. Voilà en gros ce qu'il faudra fournir à tout acheteur qui sera intéressé par votre actif. Ce qui veut dire qu'effectivement, le plus tôt on fait ce travail, le mieux c'est, parce que s'il nous manque des pièces, encore une fois, on peut aller chercher. S'il y a des actions à corriger, on peut le faire. Et comme ça, on est en mesure on est prêt à négocier, et on est prêt aussi, selon la qualité de la documentation, à choisir et affiner un peu, en tout cas, la typologie d'acheteur. Donc c'est assez stratégique à plusieurs titres. Voilà à peu près ce qu'il faut avoir en tête pour envisager une vente, et c'est à peu près la même chose d'ailleurs pour une acquisition.
Oui, parce que c'est important de le dire. Tout ce que on propose côté vente, on peut aussi bien évidemment le proposer côté acquisition. Et vous voyez que quelque part, cette rigueur de vente, bah, elle est aussi appliquée sur une rigueur d'acquisition. Et dans le cas de l'acquisition, si demain, c'est pas le titre du webinaire, vous souhaitiez acheter de l'immobilier, etc., vous avez compris que on serait votre, comme dit Régis, direction immobilière externalisée. Et si on a un vendeur en face qui ne nous donne pas toutes les informations, à chaque fois, on va pouvoir appuyer là où ça ne va pas. Et en termes de valeur, défendre nos intérêts côté acquisition. Je vais faire le time keeper, messieurs, et on avance encore un petit peu. Donc bon, voilà, si on arrive à récupérer un certain niveau de document, on sera en mesure de donner une valorisation et une estimation de l'actif qui est détenu. On sera optimisé du mieux qu'on pourra, évidemment, relatif aux documents qu'on a à disposition. Une fois qu'on a préparé cette documentation et on estime en tout cas avoir tout ce qu'il faut, bah, il y a la mise sur le marché. Évidemment, la mise sur le marché, c'est concrètement quels investisseurs pourraient éventuellement ou pas se positionner sur mon bien, compte tenu de la typologie, compte tenu des contraintes spécifiques à ce bien. Soit c'est une approche directe, c'est souvent l'approche qu'on utilise nous ici, une approche qui est un peu plus off, entre guillemets, auprès d'investisseurs privés, auprès de locaux, auprès de family office, auprès d'investisseurs institutionnels, mais aussi de marchands de biens. Donc, on va vraiment sélectionner de façon très précise ces différents investisseurs. Puis, on va les appeler, on leur passe un coup de fil, très concrètement. Et puis, il y a l'approche plus mass market, on va dire, une approche par voie d'annonce. Il y a des sites très connus pour présenter le bien sur le site internet en question. C'est une méthode que nous, auquel on ne recourt pas, mais qui pourrait être tout à fait pertinente pour certains biens, et notamment des appartements à l'unité. C'est des choses qui peuvent se faire, mais l'approche que nous, on mène généralement, c'est l'approche plutôt directe et spécifique. Derrière, si l'investisseur est intéressé, il nous fait une lettre d'intention d'achat. Concrètement, il explique le prix qu'il serait amené à proposer, et puis il évoque également ces conditions qui peuvent être parfois nombreuses en fonction de la complexité du dossier et en fonction de ses objectifs. Et donc c'est extrêmement important, et on est là pour ça, d'analyser cette offre-là et de regarder déjà si le prix est pertinent ou pas, et puis surtout si les conditions évoquées sont plutôt acceptables ou pas. Ça implique potentiellement des délais, des aléas complémentaires, s'il demande des autorisations administratives, s'il demande des conditions de financement. Tout de suite, on considérera que c'est une offre un peu plus complexe, et donc c'est bien des choses à appréhender, et on sera là pour accueillir ces informations ensemble. Donc la qualité, évidemment, et la renommée du candidat acquéreur qu'il faudra regarder. Il faut être certain qu'il existe quand même. Les éventuelles garanties qu'il demandera, les fameuses conditions que j'évoquais à l'instant liées au financement, liées aux autorisations urbanistiques, s'il faut un permis, s'il faut des travaux, et en l'occurrence, il faudra demander une autorisation à ce titre-là pour les réaliser. C'est des choses qu'il faudra qu'on regarde ensemble. S'il est soumis au passage d'un comité annexe, c'est le cas avec des investisseurs plutôt institutionnels, plutôt professionnels, qui ont l'habitude de réaliser des comités pour valider ou non cet achat. Donc il y a pareil, du coup, un délai potentiellement supplémentaire à appréhender compte tenu de ce comité d'investissement supplémentaire. Et puis, plus globalement, donc la durée de la promesse, entre le moment où on signe la promesse et le moment où il devient véritablement propriétaire du bien, où il y a le transfert de propriété, combien de temps ça dure? Est-ce que ça dure 2 mois, 6 mois, 1 an et demi, voire plus? En fonction de nos objectifs, c'est important de le savoir et de l'anticiper aussi. Et donc, une fois que la LOI, cette lettre, elle est signée, contre-signée par vos soins, et que vous acceptez le prix et les conditions, s'ensuit une phase qui dure généralement 1 mois, voire plus, de questions-réponses entre votre notaire, en tant que vendeur, et le notaire de l'acheteur. Ils se renverront un peu la balle pour affiner leur compréhension du dossier, et puis surtout récupérer les documents obligatoires dans le cadre de l'investissement de ce dossier. Généralement, le vendeur a son propre notaire, et l'acheteur également.
Et donc derrière, c'est vraiment eux qui travaillent, et nous, on sera là pour fluidifier les échanges et être certain que rien ne soit oublié pour espérer que ça se fasse le plus rapidement possible. Et donc enfin, la négociation, la rédaction des actes qui doit se faire chez le notaire. Donc là, on relit tous ensemble la promesse dans un premier temps pour vérifier que tout est OK, que tout est bien écrit. Ça peut être parfois sujet à des interprétations entre les notaires et donc ça mène à des débats parfois, et donc on est là pour bien tout vérifier de A à Z. Et enfin, une fois que la promesse est signée, il se passera un certain délai pour in fine signer et réitérer l'acte, et donc officialiser le transfert de propriété entre le vendeur et l'acheteur. Assez rapidement, en termes de durée et de délai, donc comme vous l'avez vu, il y a deux phases, hein. Une phase préparatoire où vraiment on est dans un gros travail d'audit et de récupération de documents. Ça peut durer, alors on l'estime à 2 mois pour être un peu assez cohérent. Donc la mise en place de l'équipe, la réflexion autour de la documentation à récupérer, l'estimation aussi de l'actif. Et donc la deuxième phase, comme je l'ai évoqué, qui est la phase vraiment d'identification de l'investisseur jusqu'à la dernière étape liée à la réitération de l'acte authentique de vente. Ça peut durer plusieurs mois en fonction des conditions. La première, en fonction de nous, de notre capacité à trouver ou pas un investisseur au prix. Parfois, ça met du temps. Il y a un contexte marché qui peut aussi faire que c'est plus dur que dans d'autres moments. Donc, il y a cette variable-là à bien avoir en tête. C'est notre capacité à trouver rapidement ou non un investisseur. Et puis, la deuxième variable, c'est celle finalement des conditions qui sont obligatoires, qui sont proposées par l'acheteur et qui peuvent impliquer des délais, des aléas, donc relatifs, comme je le disais, à leur obtention de financement, relatifs à leur autorisation urbanistique. Et donc, ça peut prendre parfois du temps. Donc, on va dire que dans un schéma complexe, d'un actif complexe qui nécessite des travaux, des autorisations, des financements complémentaires par l'acheteur, on peut estimer entre le moment où on se parle et le moment où on vend qu'il peut se passer une année. Dans le cas d'un studio beaucoup plus classique ou d'un appartement à vendre dans le centre-ville, logiquement, les délais sont moins longs et ça prendra normalement moins d'1 an. Si ça prend 1 an, c'est que on fait pas forcément bien le métier ou l'approche est pas la bonne. Mais il faut pas que ce délai-là fasse peur, puisque c'est pas un délai qui est normal pour tout type de bien. C'est vraiment au cas par cas et c'est vraiment, encore une fois, dans un schéma complexe où on obtient ces différents délais. Et nous, concrètement, par rapport à tout cela, pour finalement conclure sur ce qu'on est capable de faire, c'est que concrètement, comme vous l'avez vu, il y a 2 phases. Une phase de préparation de la vente, mais aussi une phase mise sur le marché. C'est simple, finalement, à appréhender si on prend un pas de recul. Soit on vous accompagne sur tout le process, on discute et on apprend un peu plus à vous connaître et à connaître votre actif pour derrière optimiser la mise sur le marché et espérer avoir le meilleur prix possible et une date la plus serrée possible. Donc c'est un accompagnement global qui se fait de A à Z et en suivant les étapes qu'on a mentionnées juste avant. Et puis il y a aussi une possibilité de vous accompagner finalement uniquement dans la préparation de la vente. Donc c'est-à-dire vous aider à récupérer et à agréger toute la documentation qui, comme vous l'avez vu, peut être assez compliquée et assez nombreuse. Et parcellaire. Parce qu'on on peut avoir des administrateurs de biens qui donnent des informations qui sont extrêmement light, sur lesquelles il va falloir aller récupérer les informations de façon un peu plus importante. Et ça, c'est pas parfait, le monde n'est pas parfait. C'est ça. Donc, c'est parfois une aiguille dans une botte de foin. Et donc, nous, on peut être tout à fait amené à vous proposer cet accompagnement aussi. Ça, on le propose souvent quand on sait qu'on ne sera pas les mieux-disants pour la mise sur le marché, notamment sur des biens dans des zones géographiques, pour des appartements, par exemple, qu'on ne maîtrise pas tout à fait en matière de zone géographique. Il est possible qu'un agent local soit meilleur que nous sur cet aspect-là. Et donc, nous, on vous accompagnera plutôt sur la préparation de la vente pour que lui, derrière, en tant qu'agent local, il soit plus à même de faire son métier facilement avec quelque chose de, entre guillemets, carré et donc une mise sur le marché efficace. Donc, c'est 2 possibilités que l'on a. Et enfin, donc, pour conclure, une fois que la vente elle est préparée, on met sur le marché le bien, on arrive à le vendre, vous êtes
désormais en heureuse possession d'un certain montant d'argent, et ben, la question, c'est de se dire, bah, qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je le réemploie? Et c'est là où notamment Meilleur SCPI peut apparaître et vous aider à réemployer le produit de la vente vers des sous-jacents autres, avec peut-être un peu moins de gestion, c'est le cas des SCPI, et c'est en ça que Jonathan aussi sera en mesure de vous proposer certaines choses. Et donc ça permet de conclure finalement notre présentation sur la SCPI et sur ce que Jonathan a développé en termes d'outils qui sont particulièrement pertinents dans ce cadre-là. Merci Romain. Donc, alors moi, je pense qu'il y a un point qui est important, c'est de se dire que on a un marché qui est, je vous ai le son, on a un marché de l'immobilier qui est intéressant, que l'immobilier c'est complexe, qu'on peut acheter ses parts de sociétés, des parts de SCPI. Donc la SCPI, c'est un outil qui est quand même je trouve très intéressant finalement dans la troisième partie de vie. Voilà, on a acheté l'immobilier direct, grâce au crédit, on a valorisé son immobilier grâce voilà, aux valorisations qu'il y a pu y avoir, etc., etc. À un moment donné, en fait, il faut se rendre compte à l'évidence que son immobilier ne rapporte pas grand-chose, l'immobilier direct à un moment donné, et à la fois dans des logiques de gestion, de transmission, préparation de la transmission, etc. Finalement, la SCPI répond très favorablement avec la possibilité d'être sur des portefeuilles de SCPI. On ne va jamais se positionner sur une seule SCPI. En tout cas, si on vend un appartement qui fait 100 000 euros, on va se positionner sur plusieurs SCPI. Et on va avoir vraiment une gestion qui est complètement, j'allais dire, déléguée. Ça, c'est vraiment hyper important. On va pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Ça, c'est la clé. Se faire accompagner par un professionnel, nous travaillons dans votre intérêt au sein de meilleurscpi.com. L'objectif, c'est que vous ayez un accompagnement très régulier. Et à ce titre, ce qu'on peut, vous dire, c'est que vous l'avez vu pour celles et ceux qui utilisent notre agrégateur, c'est qu'on a un agrégateur qui s'appelle Monujo. Monujo en espéranto, ça veut dire portefeuille, c'est son portefeuille immobilier. Et j'allais dire, vous voyez, tout ce qu'on a dit sur la préparation de la documentation, etc., etc., notre outil vous permet d'intégrer des documents et progressivement, on va vous aider à constituer ce qu'on appelle un peu la data room en anglais, mais pas votre dossier informatique centralisé sur notre outil, si vous le souhaitez. Et quelque part, ça vous permettra d'accélérer les ventes et puis d'avoir un peu voilà, tous ces éléments d'un point de vue data, mais aussi d'un point de vue fichier, mais aussi d'un point de vue performance, parce que ce qui est important, c'est que dans Monojo, vous pouvez intégrer tout votre immobilier. Et l'immobilier résidence principale, résidence secondaire, immobilier locatif. Et sur l'immobilier locatif, c'est intéressant de connaître sa rentabilité nette de toutes les charges non récupérables. C'est ce que net de charges, ce qu'indiquait Romain. Il y a un rapport qui est paru au mois de juillet, le rapport de Madame Lemeur, qui dit que l'immobilier direct rapporte entre, on va dire en fonction des villes, après fiscalité, entre 0,50 et 1,5%. Donc vous voyez bien que mécaniquement, si vous vous positionnez sur des SCPI de rendement pan-européenne, vous allez tout de suite pouvoir dégager des rentabilités entre 4,5 et 6%. Donc en fait, si vous avez un bien locatif, vous avez remboursé, qui fait 100 000 euros, il vous rapporte en gros net de fiscalité 1 500 euros par an. Voilà, vous voyez que mécaniquement, si on investit la moitié, on pourra avoir à peu près la même rentabilité. Donc c'est important, alors on est tous très attachés à la pierre, mais c'est important aussi par moment d'avoir un peu une prise de hauteur et Monojo va vous aider à avoir cette prise de hauteur gratuitement. Vous pourrez suivre votre performance immobilière directe, bien évidemment, l'immobilier direct. Si vous souhaitez, vous pouvez évidemment créer des projets d'investissement. Voilà, c'est la conclusion. Je pense que c'est le moment peut-être de passer à quelques éléments de questions-réponses. Ce que je te propose, Romain, c'est que si tu peux juste arrêter de partager ton écran, juste qu'on voit les questions. Et puis je vais reconnecter les... Alors, est-ce qu'il y a eu des questions
Alors, il y a une question qui est intéressante, c'est est-ce qu'il faut obtenir un DPE avant de faire estimer le bien? Je pense que, en tout cas, c'est quoi ton avis, ton opinion là-dessus, et Régis, c'est quoi votre opinion? Comme l'a dit Régis, le DPE peut impacter la valorisation du bien. Donc forcément, en fonction de la lettre que vous allez obtenir, derrière, la mise en vente, on sera tout autant impacté. En fonction de la lettre, le prix sera plus ou moins faible, plus ou moins élevé si la lettre est meilleure que prévu. Donc déjà, il y a ce premier élément. Et après, c'est généralement le DPE parmi d'autres diagnostics qui font de toute façon partie des diagnostics obligatoires à un moment donné à réaliser. Donc, vous ne pouvez pas y échapper, quoi qu'il arrive. Si vous avez cet objectif-là de vendre, vous ne pourrez pas y échapper. Et ça aura possiblement, si la note n'est pas très bonne, un impact, ça c'est clair, sur la valeur du bien. Je ne sais pas si Régis, tu as envie je sais que tu as écrit une réponse auprès de la personne qui a écrit cette question, mais si tu peux peut-être reprendre ta réponse finalement directement comme ça pour tout le monde. Oui, bien sûr. Non, mais effectivement, les diagnostics, il faut les faire. Donc, dans l'esprit de ce qu'on disait tout à l'heure, le plus tôt on les fait, le mieux c'est. Enfin, Allô? Alors, j'ai l'impression qu'on a une problématique de connexion avec Régis. Régis, tu es là? On a perdu Régis. Ah ben, on a perdu Régis. Bon. Et au passage, comme de toute façon, l'état de votre bien, donc s'il y a des défauts électriques, éventuellement vous les corrigez ou pas au moment de la vente, mais ça ne peut pas impacter. Vous aurez quand même accessoirement la surface s'il est en copropriété. Donc, encore une fois, des fois on a une surface en tête, c'est peut-être pas la bonne, vous avez peut-être l'erronée. Donc là, vous saurez concrètement ce que vous pouvez vendre et ça va là aussi déterminer clairement le prix. Donc les diagnostics, on les fait en premier. Au moment où la vente est décidée, et ça permet de constituer la documentation et de définir ou de finaliser le prix de vente. Voilà. Il y a une autre question qui est très intéressante, c'est je détiens les murs d'entrepôts que j'exploite. Est-ce que c'est possible que je réalise une vente en restant locataire? Romain, Régis, est-ce que c'est possible de faire ça? Oui, tout à fait. C'est assez fréquent. Les sociétés qui détiennent leurs locaux d'exploitation ont, pour différentes raisons, parfois envie d'externaliser les murs. Besoin de trésorerie pour redévelopper autre chose, pour faire face à un besoin ponctuel de flux. Et donc, c'est ce qu'on appelle communément un sell and leaseback. Et donc, il y a là deux éléments qui seront importants au lieu d'un, c'est-à-dire que habituellement, quand on fait une transaction immobilière, on va se concentrer évidemment sur l'actif. Dans le cas présent, on va évidemment faire ce travail d'analyse de l'actif, il va falloir définir un prix, mais il va falloir également analyser la qualité de votre société qui va devenir pour le coup locataire, et donc il faudra analyser la pérennité, la capacité à payer les loyers dans le temps, sachant que le prix sera mécaniquement lié au niveau du loyer, donc il ne faut pas chercher à trop augmenter le loyer en espérant gonfler le prix, parce que d'une part, les investisseurs n'aiment pas ça, les institutionnels en tout cas, et d'autre part, ça vous contraint, vous, en tant que futur locataire, à faire face à ces dépenses d'exploitation dans le temps. Mais oui, c'est tout à fait fréquent. Il faut pouvoir démontrer une certaine solidité financière pour que vous puissiez vous transformer en locataire attractif pour votre futur investisseur. Eh bien, je pense que c'était la dernière question. Merci Régis, merci à toutes et tous. C'était académique, mais je trouve que ça va dans l'excellence de notre métier, parce que nous avons en tout cas un métier de conseil immobilier qui est un métier pluridisciplinaire. Et vous voyez que le diable se cache dans le détail. Et
Puis, bien évidemment, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. On sera disponible. On mettra la replay accessible sur Monujo. Voilà, des questions, des suggestions. Là, et puis on vous dit à bientôt. À bientôt, Romain. Merci beaucoup, Jonathan. Au revoir, À merci bientôt. à vous. Merci beaucoup. Merci à bientôt à tous. Merci. Au revoir.